Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette pastille Mediarama. Alors pastille un peu spéciale, on est en fin d'année 2022, donc pour célébrer cette année écoulée ensemble, j'ai convié l'équipe de Mediarama, donc tous ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent avec moi, autour de moi pour faire vivre Mediarama, donc pour les faire un peu réagir sur des faits marquants de cette année écoulée. Alors, j'ai voulu prendre le pendant positif, négatif. Donc, j'ai demandé à chacun de réfléchir à ce qu'il avait marqué cette année en tendance, des faits, des personnalités, des choses un peu insolites de l'actualité média. Donc, c'est un peu le conseil de classe quelque part de cette fin d'année avec les bons et les mauvais points. Alors autour de cette table, on va le faire en 2 fois puisqu'en fait la logistique de fin d'année n'a pas permis qu'on se rencontre tous en même temps, mais on va avoir donc là pour cette première session autour de la table Laura Pironnet que on a déjà eu sur Mediarama, une pastille actu que je suis ravi de retrouver. Laura, bienvenue. On a également Robin Amtaz, consultant média, qui je pense c'est la première fois qu'il va prendre la parole sur Mediarama. Donc je suis ravi en fait de t'avoir ici, Robin. Sois le bienvenu également. Et Samy, pareil, alors j'allais dire petit nouveau, ça fait vraiment petit jeune, mais tu es dans l'équipe depuis quelques mois, tu es en charge de l'UX notamment, et un vrai spécialiste des médias, tu interviens régulièrement dans la newsletter de Mediarama, donc pareil, tu as plein de choses à nous dire, donc je suis ravi de vous avoir, et comme je disais, une deuxième session, puisque Cyril Franck, que vous connaissez, qui a déjà participé à pas mal de pastilles actu, malheureusement ne pouvait pas être en live avec nous, donc ce sera une deuxième session. Alors pour vous qui écoutez ça, ce sera évidemment le même épisode, mais donc il n'y aura pas forcément la même interactivité, mais ce n'est pas grave. On commence donc tout de suite, comme je le disais, donc chacun est venu avec une chose positive, personnalité positive, en fait quelque chose de positif, quelque chose de négatif qu'il a retenu de cette année 2022. On va commencer par le négatif, comme ça on finira sur la note positive. Et pour commencer, donc Robin, je te laisse la parole pour alors le fait négatif ou ce que tu as trouvé un peu dans cette année 22 un peu négatif dans les médias. Je te laisse la parole. Alors moi, le fait qui m'a un peu marqué négativement dans l'année, bien que je sois pas un grand utilisateur de Twitter, je pense que tout le monde a été un peu impacté et a beaucoup suivi le feuilleton Twitter cette année, mais du coup le rachat par Elon Musk qui a eu lieu, un rachat qui a eu beaucoup de répercussions à la fois dans l'entreprise. C'était rendu un peu public à tout le monde, mais tous les licenciements qu'il y a eu dès son arrivée dans l'entreprise, une bonne partie du top management, des employés, et puis aussi, mais ça concerne un peu tout le monde, mais du coup la liberté d'expression qui est remise en cause sur le réseau. Donc à la fois de la censure de journalistes, de médias, et puis le retour de certaines personnalités un peu problématiques sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça a créé un peu un dégoût de Twitter depuis que Elon Musk est arrivé. Il y a l'apparition un peu d'alternatives aussi. Mais comme Mastodon, c'est ça. Et puis d'autres qui testent aussi, mais alors on a entendu parler de Spill, Post. On n'a pas tout testé encore, mais à voir dans l'année qui arrive, déjà comment Twitter va évoluer. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été annoncées. Il y a certaines retirées déjà depuis. Ouais, Twitter Blue par exemple, qui a été mis en place, retiré, puis qui a été réannoncé dans le futur. Je suis curieux de voir aussi, mais du coup, Elon Musk, CEO, est-ce qu'il va le rester? Qui est-ce qu'il va mettre à la tête de Twitter? Voilà, parce qu'a priori, donc selon son sondage, on n'en avait pas parlé, mais donc il va se retirer en tant que DG, mais jusqu'à ce qu'il trouve son remplaçant, ça peut prendre du temps aussi. Donc ça va être ça un peu la surprise. Donc Twitter, à voir en 2023 comment ça évolue. C'est quoi la prochaine étape? Assez curieux de voir ça.
Effectivement, on en avait parlé. C'est un peu la saga également. Et ceci dit, il faut quand même le souligner. Hein, là, en termes d'usage de fréquentation, ils battent des records quasiment quotidiennement, avec donc 2 fois moins de salariés. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Je sais pas quelle est l'ambiance en ce moment, mais grosso modo, dès qu'il touche quelque chose, on en parle, pour le meilleur, pour le pire, et on pouvait pas effectivement ne pas le noter. Merci Robin. Samy, je te laisse la parole. Encore une fois, bienvenue dans ce podcast Mediarama. Ravi de t'avoir derrière le micro et pas juste derrière la newsletter. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les médias en 2022 de manière un peu négative, on va dire? Merci François. Alors moi, c'est l'annulation de CNN+, après moins d'un mois d'activité. Alors pour rappel, CNN+, ça devait être le pendant numérique de la chaîne de télévision d'information continue que tout le monde connaît. Et l'ambition initiale, c'était d'offrir un service de streaming global sur l'actualité internationale avec une forte dimension de personnalisation, ce que permet le numérique, et ça visait un public friand de news à la demande avec toute une série de figures journalistiques populaires qui ont fait la célébrité de la chaîne, et également avec plus d'interactivité. Avec un peu moins d'un mois d'activité et des audiences très faibles, ils se sont rendus compte que il valait mieux fermer le service, et ce lancement est raté en partie, enfin grandement en partie à cause de la fusion entre Warner Bros et Discovery, qui ont fusionné pour proposer un service de streaming global qui inclut les contenus d'HBO Max et Discovery Plus pour concurrencer Netflix et Disney Plus. Et du coup, dans ce contexte, c'était difficile pour CNN Plus d'être un service standalone. Et pour autant, il y a une petite note d'espoir, c'est que normalement la nouvelle plateforme issue de la fusion entre HBO Max et Discovery Plus devrait arriver au printemps 2023. Et du coup, on peut s'attendre à l'arrivée de CNN Plus dans ce service d'ici le courant de l'année. Donc recycler quelque part une partie du travail qui a été fait. Parce que je crois Exactement. ils avaient dépensé, on en avait parlé, mais je crois rien que pour avant le lancement, ils en étaient déjà à 300 millions de dollars, et je crois que c'était 1 milliard de dollars qui était prévu, ce qui est quand même colossal. Hein, et se dire qu'on met de telles sommes sur la table pour fermer en moins d'un mois, c'est quand même assez fou. Enfin, je veux dire, le marché est tendu, mais tu sais, je veux pas donner de leçons. C'est toujours dur et on peut toujours prendre des bouillons. Et Dieu sait que j'en ai pris dans ma vie d'entrepreneur. Mais là, on parle de sommes énormes, et fermées en moins d'un mois, c'est quand même, c'est assez fou. Ouais, puis ça rappelle un petit peu, voilà, le lancement en grande pompe du service de streaming Quibi, Ouais. qui était dédié à du contenu à consommer sur son téléphone portable. Ils avaient fermé au bout de 6 mois d'activité, il me semble, pendant le Covid, qui n'avait pas aidé leur affaire. Et là, il y avait eu également beaucoup d'argent investi, notamment avec 1 milliard de dollars levés auprès d'investisseurs comme Disney et Google, il me semble. Donc oui, encore un lancement raté avec beaucoup d'argent et d'efforts investis. C'est vraiment la guerre des plateformes de streaming. On a vu, enfin, les changements de modèle, Netflix, etc., Disney. On voit que c'est dur, et que le golden age de Netflix il y a quelques années, c'est allé assez vite derrière de cette guerre avec peut-être trop d'acteurs. Robin, je vois que tu veux peut-être réagir aussi sur Non, ce sujet. T'as raison, même sur Netflix, où là, ils ont annoncé très récemment, mais qu'ils vont lutter contre le password sharing, donc les personnes qui partagent plusieurs comptes, et du coup faire payer un supplément éventuellement pour tous ces gens. Donc on voit que c'est plus du tout l'âge d'or, comme tu dis, mais tu cherches vraiment à gratter des revenus là où tu peux pour être le plus rentable possible, quoi. Ce qui est terrible, hein, parce que en fait, j'ai aussi l'impression que ça va être le retour du piratage. Je pense que ça va être intéressant de regarder ça, parce que j'ai l'impression que le piratage était quasiment terminé, tellement enfin, t'avais Netflix, t'avais tout. Aujourd'hui, en fait, si tu veux vraiment tout, bah, c'est 3, 4, 5 services
payant. Tu peux évidemment pas te le permettre dans une période un peu d'inflation un peu compliquée. Je pense que le piratage a encore de beaux jours devant lui et donc cette difficulté, si je me mets de l'autre côté pour les acteurs, avec cette espèce de guerre, ça va être très très dur de sortir du bois. Effectivement, Samy, voilà, ça soulignait un peu cette difficulté par l'angle là de CNN, à voir ce que ça donnera effectivement avec cette sortie de plateforme au printemps. Laura, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué, frappé en 2022 dans les médias? Salut François et merci de l'invitation. Moi, sans grande surprise, je vais plutôt vous parler de podcast. Bon, il s'est passé énormément de choses cette année. Ce que je retiens, on va dire, de négatif, même si ça peut, on va dire, s'améliorer, c'est plutôt qu'une impression, c'est qu'en fait, on a, je trouve, une forme de flou sur l'état du marché du podcast. On a pas mal de messages contradictoires qui peuvent nous arriver déjà en fonction de qui on est, si on est un pro ou pas sur le marché. Cette année, on a notamment entendu parler d'énormément de rachats de la part de Spotify. Bon, Spotify qui est quand même un leader. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la série Netflix qui est sortie cette année, qui parle de l'histoire de Spotify pour ceux que ça intéresse. Spotify, rien que cette année, donc en début d'année, on a beaucoup entendu parler du rachat de Chartable et de Podsite, mais aussi de Kaizen un peu plus tard dans l'année. Donc en fait, Spotify vient vraiment renforcer toute son offre à destination là surtout des podcasteurs pour qu'ils aient des outils marketing en plus, soit pour aller traquer, suivre les écoutes de leurs épisodes, etc. D'un autre côté, c'est pour ça que je parle de flou et de messages contradictoires. On apprend plus tard dans l'année, en octobre, que Spotify annule 11 podcasts originaux. Alors, aucun, donc leurs productions originales, qui sont vraiment estampillées Spotify sur l'appli. Ça ne concerne pas les productions françaises, mais en tout cas, c'est un état du marché qui est international. On a 5% du personnel dédié au podcast qui est licencié. Donc on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? En même temps, un autre leader, alors pas du podcast, mais qui est en train quand même de bien prendre sa part, c'est YouTube qui crée des postes dédiés au podcast. Donc là, on se dit, ok, YouTube crée... Ils recrutent sur des Ouais, postes ouais. liés au podcast. Ouais, des gens YouTube. qui vont gérer que le podcast. Donc il y a un gros sujet autour de la vidéo aussi du podcast. Et en même temps, Spotify nous dit au 3e trimestre, j'ai une croissance de mon chiffre d'affaires de 21%, donc je me porte bien. Alors, côté français, c'est pas forcément la même chose. Le marché se porte quand même plutôt bien. Mais il y a quelques affaires qui peuvent faire douter. Je pense qu'on arrête de produire de nouvelles créations à tout va. On se concentre aussi sur ce que les studios ont déjà bien commencé à produire en série. Il y a quand même une petite affaire autour du podcast Quoi de Meuf avec Nouvelles Écoutes, où la journaliste a été quand même bien écartée, mais la production continue sans elle. Donc bon, il y a quand même, je pense, des considérations économiques à prendre en compte. On a aussi beaucoup entendu parler d'entrée au capital, notamment pour Louis Média, de CMI Média, qui est rentré à 47% du capital de Louis Média là, en toute fin d'année 2022. Ouais, c'est ça, il y a quelques semaines. Ouais, il y a pas si longtemps que ça, et un peu plus tôt dans la deuxième partie de l'année de Podix qui est devenu actionnaire majoritaire de Nouvelles Écoutes, mais aussi d'autres studios dans d'autres pays et Binge européens. un peu plus tôt, je sais plus, c'était en début d'année par les Échos. Oui, mais c'était plus tôt, ça, c'était pas en 2022, mais en tout cas, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a quand même l'impression que sur des studios bien installés, en tout cas bien connus du marché français du podcast, il y a quand même des grosses opérations qui sont pas anodines, qui commencent à s'opérer. Je me demande, alors je pense pas qu'on en soit forcément là comme pour les médias, est-ce qu'on pourra bientôt parler de concentration? Pour l'instant, c'est pas du tout je sais pas si tu regardes les gros avéré. acteurs, tu regardes les gros acteurs, ça bouge quand même. Après, il y a plein de petits acteurs évidemment, mais tu regardes les gros acteurs un peu connus qu'on vient de citer, il y a eu du mouvement capitalistique chez tout le monde. Oui, exactement. Donc, après, comme tu dis, il y a aussi énormément de nouveaux
acteurs qui se créent, alors généralement que sur de la production podcast. Cosa Vostra produit chaque année une cartographie des acteurs du podcast qu'on La remettra à fameuse. jour, la fameuse qui nous est souvent demandée, qu'on remettra à jour début 2023, et il y a vraiment beaucoup de... Alors, il y a plus de création que de disparition pour l'instant, après avoir l'état économique de chacun. Mais voilà, il y a un marché qui est quand même en train de se structurer, et c'est hyper intéressant à observer en comparant le podcast au marché des médias dans sa globalité, avec à la fois en effet une forme de concentration qui peut se dessiner, et d'un autre côté beaucoup de nouveaux acteurs, souvent des petits acteurs qui se créent, opportunités de marché, voilà, créativité aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, donc tant mieux qu'il y ait aussi D'accord. Donc en du fait, mouvement. c'est à la fois positif et négatif. Ça devait être négatif dans ton point, mais Ouais. si je devais synthétiser, c'est il passe énormément de choses. On a du mal encore à voir si d'un point de vue modèle économique, c'est viable parce qu'il y a quand même des signaux qui sont pas tous hyper bons. Pourtant, en termes d'usage, en termes de création, en termes de mouvement, il y a quand même encore beaucoup de choses. C'est ça? Ouais, après oui, oui. Alors c'est donc moi ce que je trouvais un peu négatif, c'était surtout cette forme de flou dans les messages quand on est un acteur pro, du moins, parce que je pense que les utilisateurs se posent pas forcément toutes ces questions, et c'est normal. C'est les messages un peu contradictoires qu'on peut avoir, notamment de la part des grands acteurs, de studios qui continuent de produire, à faire des choses de plus en plus créatives, mais qui ont besoin d'avoir de nouveaux acteurs au capital parce ils ont plus les fonds. Voilà. Après, sur ce que tu dis, François, oui, il y a de plus en plus d'écoute. Après, l'année 2022, on a quand même observé une légère baisse des écoutes par rapport aux années passées, ce qui n'est pas tellement surprenant. Mais il va falloir aller en chercher de nouveaux, parce que là, on arrive un petit peu à un seuil où en fait, il va quand même aller falloir expliquer ce qu'est le podcast à d'autres typologies d'utilisateurs et de consommateurs de médias, pour pouvoir continuer à toucher de plus en plus de monde. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Non. À suivre donc. Merci Laura. Pour ma part, dans les choses un peu négatives qui m'ont marqué en 2022, c'est la fusion ratée entre TF1 et M6. C'était un peu la saga de l'année. On en a beaucoup parlé. Ça a un peu animé notre marché dans les médias. Alors, je l'ai mis en négatif parce que pour certains, c'est positif. Moi, je trouve que c'est négatif parce que j'essaye de voir un peu le marché global et j'aurais bien aimé avoir un géant de l'audiovisuel français. Évidemment, il aurait, malgré tout, je pense, été petit par rapport à tous les acteurs qu'on a cités tout à l'heure, des Netflix, des Amazon, des Disney. Mais voilà, négatif, parce que je trouve que c'est un peu un gâchis. Ça a duré longtemps, 1 an et demi pour parler. Je ne sais pas combien ça a coûté en cabinet d'avocats, de conseil, etc. Ça doit être assez faramineux, mais surtout beaucoup de temps, d'énergie perdue pour ces deux marques, puis un coup d'arrêt, voilà, puisque l'autorité de la concurrence a considéré, voilà, que c'était pas possible, et que entre la publicité du broadcast et digital, et ça il y aurait trop de ça tuait un peu la concurrence avec les autres. Donc voilà, fusion ratée. Donc quel avenir un peu pour les deux chaînes. Il va falloir un peu se réinventer, même si ça tentait à un moment donné de se faire racheter, et puis au final non. Donc on repart. TF1 qui minimise aussi un peu l'événement, changement quand même de direction, hein, donc on sent que ils ont un peu laissé des plumes en termes de capitalisation. Enfin, les actions ont aussi pas mal baissé. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était TF1 quelque chose comme 20% et M6 quelque chose comme 11%. Voilà, donc un besoin de se réinventer sur le digital, notamment sur les programmes. En tout cas, voilà, c'est quelque chose moi qui m'a bien marqué cette année, et dont on avait beaucoup parlé sur Mediarama. On va passer aux choses positives, ce qui est les choses qui vous ont marqué, et on reprend peut-être dans le même ordre. Robin, qu'est-ce qui t'a le fait marquant positif de l'année dans les médias? Moi, de mon côté, alors je vais parler du Web 3. Alors bien que l'année 2022, du coup, elle a été un peu marquée par la retombée du soufflet Web 3, mais tous les C'est le moins qu'on espoirs, puisse dire. ouais, tous les espoirs qu'on plaçait dedans, et tous les buzzwords qu'on employait à tout va durant l'année, on a vu que tout retombait un peu, que ce soit les NFT, que ce soit la capitalisation du marché des cryptos, mais qui a été divisée par 3.
et puis plein de scandales ou de faillites. La dernière en date, qui est la plus grosse, FTX. Et puis même, ça touche en fait même les acteurs bien en place, mais Meta, Facebook, qui annonce des licenciements suite à de mauvaises décisions stratégiques. Oui, ils ont Peut-être trop investi massivement là-dedans en énormément. disant c'est vraiment le futur, tous nos investissements, toute notre orientation, tout notre effort est tourné là-dessus. Et évidemment, une année comme 2022, c'est compliqué. Ouais, et du coup, t'as pas des résultats tout de suite. Il y a beaucoup de gens qui se moquaient justement de Mark Zuckerberg parce que son métaverse donnait pas grand-chose. Donc, l'année 2022 pour le Web3, c'était un peu un échec. Et je l'ai quand même mis dans la news positive parce que finalement, c'est quand même le cycle normal du marché, mais il y a eu beaucoup d'emballements dans ce secteur, beaucoup de projets qui, à juste titre, étaient en fait des scams, des arnaques, et qui méritent justement de plus exister, de laisser place à des projets plus solides, plus crédibles. C'est donc encourageant, on va dire. Si c'est un conseil de classe, c'est des encouragements qu'on donne au Web3. Mais du coup, rien que dans les médias, tu as pu recevoir 20 minutes, par exemple, qui a fait un super Ouais, projet. Laurent Beignet avec 20 minutes. C'est ça. Et puis, je suis pas mal aussi The Big Whale, mais qui a lancé sa collection d'NFT il y a pas très longtemps avec un projet que je trouve plutôt cool. Donc, je pense que niveau 2023, l'idée, ce sera plutôt de crédibiliser et construire sainement le Web3 par rapport à 2022. Ouais. Mais il va falloir être courageux, je veux dire, pour quand tu es dirigeant, pour donner ton go sur un projet, un investissement qui utilisera des technos Web3 après une année 2022 comme ça, tu vois ce que je veux dire. 20 000, Ouais. c'est lancé peut-être presque au bon moment. Tu proposes le même projet aujourd'hui. Je pense que les gens se disent, je sais pas, on verra un peu plus tard, quoi. Et puis, on a parlé à pas mal de médias qui exploraient un peu cette piste. La tendance, quand même, c'est d'être prudent et de pas se lancer dans n'importe quoi. Donc, je pense que c'est le bon mot d'ordre et qu'il faut continuer à suivre ça parce que l'idée, c'est que ce soit utile et pas seulement Buzzword, gadget, Ouais, ou c'est se ça. dire qu'on teste un truc, quoi. Exactement. À suivre. Ça va être effectivement curieux de voir les prochains projets qui sortiront là-dessus. Merci Robin. Samy, toi, qu'est-ce qui t'a marqué de positif en 2022? Alors, les lecteurs de Mediarama vont pas être étonnés de ce que je vais dire, puisqu'on a fait un feuilleton dans notre newsletter, mais pour moi, c'est bien évidemment l'arrivée de Sémaphore comme nouveau média innovant avec une ambition internationale, avec voilà cette innovation éditoriale qui détonne, hein, puisqu'ils proposent un format qu'ils ont baptisé Sémaforme, où en fait l'information est explicitement découpée entre les faits, l'analyse de ces faits par le journaliste et l'intégration d'un point de vue différent pour respecter le principe du contradictoire et pour donner au lecteur la capacité pleine et entière de se forger son propre avis. Donc Sémaphore, moi je le vois vraiment comme un nouvel entrant dans le sillage d'Axios qui avait révolutionné il y a quelques années le traitement de l'information en proposant voilà un découpage d'informations par bullet points qui permettait de s'adapter aux habitudes de consommation, aux nouvelles habitudes de consommation des lecteurs. Et donc pour moi c'est vraiment le média à suivre en 2023. Je suis sûr qu'on verra plein d'autres innovations de la part de ce média. Ils ont déjà commencé à intégrer l'intelligence artificielle pour agrémenter certaines de leurs vidéos qu'ils publient sur YouTube. Voilà, plein de petites choses qu'il faudra surveiller. Des bonnes pratiques à s'inspirer pour les autres médias. C'est un peu l'état de l'art que tu regardes de près et donc tu continueras peut-être de nous faire des petits reportings sur un peu toutes les nouveautés qu'il lance. Mais effectivement, c'est intéressant, sachant que comme tu as dit, il n'y a pas en soi de grandes révolutions ou de choses d'innovation technologique, si ce n'est peut-être l'utilisation de l'IA, mais c'est surtout en termes d'UX et de cadencement de lancement et de résonance qu'on a, c'est intéressant de suivre ça. Super, merci Samy. Laura, qu'est-ce qui t'a marqué de manière positive sur les podcasts, peut-être? Alors, ce qu'on a observé, on en parlait chez Cosa Vostra un peu plus tôt dans l'année, ce qui a fait beaucoup parler
dans le podcast, alors c'est très lié à un podcast en particulier qui est ultra connu puisque c'est un des premiers qui a lancé on va dire la popularité du format qui continue d'être beaucoup écouté, c'est Serial, qui est un podcast américain. Je n'ai plus le nombre d'écoutes, mais ça se compte vraiment en millions Dizaines de d'écoutes. millions, ouais, je pense. Je crois que j'ai 300 millions de téléchargements, ce qui est considérable. Il faut pas trop regarder ça si on se lance parce que sinon ça fait mal à la tête. En fait, donc ce podcast parle d'une affaire qui s'est passée aux États-Unis, d'une histoire de meurtre d'une jeune femme. On a condamné son ex-petite amie Adnan Syed, qui a été en fait condamné à réclusion à la perpétuité. Et en fait, cette année, cet homme a été libéré. Du coup, il n'a pas purgé toute sa peine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce podcast qui parle de cette affaire par une journaliste, voilà, dont c'est le métier de faire des enquêtes. Ça a permis en fait de soulever de nouveaux éléments qui n'avaient pas été vraisemblablement du coup vérifiés jusqu'au bout par la justice américaine. Et en fait, si je résume, le podcast a permis de libérer cet homme, ce qui est quand même, quand on y pense, énormissime. C'est comme si, on peut comparer ça aux grandes enquêtes de médias plus traditionnels qu'on connaît bien. Le Monde, je pense au Monde notamment, mais bien sûr, il y a pas que le Monde. Et en fait, de se dire qu'un podcast, alors certes, qui a des millions d'écoutes, a permis, voilà, de faire bouger la justice en amenant de nouveaux éléments, en fait, qui ont été reconsidérés, qui ont permis de libérer cet homme qu'on dénonçait directement. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était certainement pas lui. Il y a un autre podcast dont j'ai perdu le nom, mais on pourra le remettre dans la newsletter de Mediarama dans une prochaine édition si on veut, qui a aussi permis comme ça de libérer un autre homme qui était condamné. On a Kim Kardashian qui se lance dans l'univers du droit pour devenir avocate, qui a lancé aussi son propre podcast qui traite d'une affaire aussi criminelle aux États-Unis. Alors on peut se demander, donc c'était Clément Saccard dans l'équipe podcast qui a étudié un peu le sujet, qui se demandait si en effet ce podcast avait été délibérément lancé pour en fait faire bouger la justice et du coup libérer cet homme dont je n'ai plus le nom. Voilà. Ce qui est hyper intéressant en tout cas d'observer, c'est que le podcast permet de faire bouger les choses dans la société. Ça devient vraiment voilà, c'est considéré comme un vrai média au cas où il y en a qui auraient des doutes. Ça permet, voilà, de vraiment faire bouger les choses jusqu'à voilà, faire bouger quand même la justice. Alors la justice américaine n'est pas la justice française. Je suis pas du tout une spécialiste en la matière, mais je sais qu'il y a des voilà, on n'amène pas les choses de la même façon. Est-ce qu'en France un jour ça permettra de faire bouger aussi des affaires? Je ne sais pas. On peut espérer. Le genre de l'enquête est quand même exactement, compliqué. Le genre d'enquête, ouais, bien sûr. Mais ça s'y prête bien, le podcast, tout ce qui est cold case, enquête policière, etc. Ça s'y prête bien. Ouais. Je pense aussi à ce podcast 1000 degrés qui est sorti il y a un moment maintenant, je pense en 2019 par deux journalistes là, qui ont d'ailleurs sorti cette année En eau trouble, que c'est les deux mêmes journalistes, pareil, qui reviennent sur des affaires qui n'ont pas été résolues. Bon, c'est plus ou moins, ça avance plus ou moins. Ça c'est voilà, c'est des problématiques qui ne sont pas que dans le podcast. Mais je trouve ça assez formidable en fait de voir que on peut faire plier des affaires, des verdicts, etc. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et surtout les auditeurs sont assez friands quand même de ce format-là. Ouais, toujours. Le podcast sauve des vies. je ne sais pas, peut-être en 2023. Peut-être en 2023. Ouais, mais voilà. Très intéressant. Merci. Laura, pour ma part, dans les choses positives que j'ai notées, alors j'essaie un peu de prendre de hauteur, c'était sur la publicité. On en a un peu parlé tout à l'heure avec Netflix qui va sortir un modèle moins cher avec de la publicité. J'ai l'impression qu'il y a alors c'est une impression que certains chiffres quand même le montrent, un retour en grâce de la publicité. On sent que dans un contexte économique compliqué où il y a une espèce de fatigue, de lassitude sur l'abonnement, on peut pas multiplier les abonnements. Le modèle économique financé par la pub revient un peu en grâce. Et puis une stat que j'ai trouvée intéressante, qui était la part moins importante du duopole Meta et Google dans la publicité, dont la part passe de 48%
de 51% en 2021 à 48% en 2022. Pour rappel, c'était 55% en 2017. Alors évidemment, les gagnants sont d'autres géants, Amazon, TikTok, Apple. Mais voilà, c'est intéressant. Je pense que c'est toujours bon de voir qu'il y a moins de concentration et que ce duopole quand même ultra puissant qui dicte ses règles se trouve un petit peu ébranlé. Plus il y a d'acteurs, plus il y a de possibilités de signer des accords et donc de changer un peu les règles. Et puis aussi, puisque on reçoit beaucoup de médias qui ont leur propre régie et donc c'est un peu qui prône aussi ce qu'on appelle l'open web, et donc ils peuvent aller voir aussi des annonceurs. Le display non programmatique, donc ce qu'on appelle aussi le display classique, où la régie va directement commercialiser auprès d'agences ou auprès de marques, c'est le segment qui connaît la plus forte progression en 2022, plus 26%. Donc c'est aussi intéressant de voir que les annonceurs, les marques sont prêts aussi à aller travailler directement avec les médias et que là, il y a peut-être un petit peu moins de programmatique et peut-être on contrôle un peu mieux et puis on distribue mieux ses budgets sans tout donner forcément immédiatement à la programmatique et aux grands géants américains en l'occurrence. Donc je trouvais ça plutôt positif. Je trouve souvent la publicité, on en parle, on n'aime pas ou c'est intrusif, etc. Pourtant il y a des belles choses. Et je pense qu'il faut continuer d'en parler et puis surtout ça permet, puisqu'on parle des médias sur Mediarama, l'accès à la formation, l'accès à tout ce contenu, même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc la publicité est un super modèle économique, je le redis. Voilà pour ces 4 points. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose ou réagir à ce qui a été dit. Et dans ces cas-là, c'est qu'on a fait le tour et il me restera juste à insérer la petite pastille enregistrée avec Cyril pour qu'on soit complet. Merci Laura, merci Robin, merci Samy pour votre participation, pour ce petit retour sur l'année 2022. J'espère vous revoir souvent derrière ce micro de Mediarama pour des chroniques et qu'on vous mette en avant un peu les talents de l'équipe de Mediarama de Cosa Vostra. Ça fait plaisir de vous avoir en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Cyril Franck, directeur de la formation chez Cosa Vostra. Cyril, bonjour. Bonjour François, super bien, impeccable. Comme je le disais, donc un peu une série spéciale pour savoir ce que tu as retenu de cette année 2022. Est-ce que tu pourrais nous dire les 2 choses que tu retiens, donc une négative, une positive, qui s'est passée dans les médias dans cette année écoulée? Alors, du point de vue négatif, on va commencer par le verre à moitié vide. Bien sûr, la guerre en Ukraine, l'événement historique, je dirais, de ces 20 dernières années. C'est pas la première fois qu'on a la guerre en Europe, malheureusement, puisqu'on avait eu le cas de Yougoslave, mais du point de vue historique, c'est extrêmement important. Ça a des conséquences géopolitiques sur l'ensemble de la planète. Et du point de vue médiatique, c'est un cas extrême d'utilisation de la désinformation, de la propagande à tous les niveaux. D'abord du point de vue du Kremlin, qui utilise une armée de petites mains. Disons qu'on estime à peu près à 10 000 le nombre de personnels qui sont utilisés pour cette désinformation, mais aussi les personnalités publiques qui ont été pour certaines d'entre elles largement engraissées par les budgets du Kremlin, et qu'on retrouve prenant vraiment le parti de la Russie dans un premier temps, en disant que l'Ukraine était nazie ou néo-nazie, et puis après en utilisant vraiment les éléments de langage qui intéressaient du point de vue géopolitique le Kremlin, à savoir effectivement dans un cas c'était l'humiliation prétendue des Russes qui on aurait péché par excès d'orgueil et d'arrogance, les faux massacres orchestrés prétendument par l'Ukraine et qui en réalité étaient du faux drapeau russe, la dissuasion d'aider l'Ukraine parce qu'il y avait un risque nucléaire, etc. Donc toute cette désinformation massive, ça c'est vraiment un point incroyable qui prend une échelle impressionnante du fait des réseaux sociaux, du temps réel, et de l'ensemble des moyens qui sont mis à disposition sur cet objectif prioritaire de Poutine. Ça c'est pour... Et puis ça aura permis aussi de quelque part de faire aussi le ménage sur certains types de médias. Je pense à l'arrêt
RT, Sputnik, etc., qui sont plus disponibles. Exactement. Ça, c'est vrai que le côté, entre dire, il y a des choses positives aussi à l'occasion de cette guerre, c'est effectivement la contre-attaque d'abord des pouvoirs publics qui interdisent les excès de la propagande russe en France dans un cadre quand même de guerre, même si on n'a pas une guerre directe, on est quand même indirectement en guerre puisqu'on aide les Ukrainiens. Donc effectivement, l'interdiction de RT et de Sputnik qui directement nuisent aux intérêts nationaux et puis aussi des choses positives dans le sens où la contre-propagande ukrainienne se révèle finalement beaucoup plus efficace avec des vidéos, on l'a vu, extrêmement efficaces des montages satiriques, ironiques qui montraient l'efficacité de l'armée sur fond de musique un peu techno rock qui sont redoutablement efficaces, un suivi sur le terrain impressionnant via l'OSINT, l'intelligence en open source qui montre aussi finalement à quel point les technologies peuvent aussi servir on va dire le côté plus démocratique et peuvent servir des intérêts comme on l'a vu pour les révolutions arabes, l'intérêt plus légitime, démocratique et de sauvegarde des peuples, quoi. Donc des deux côtés, on voit cet usage des technologies à la fois du point de vue négatif et positif. Et ça, c'est vraiment l'événement marquant pour moi de l'année 2022 qui va se poursuivre malheureusement, j'en ai bien peur, en 2023 pendant un petit moment, quoi. Ouais. Bon, ça c'était effectivement le côté, ce que tu retiens un peu de négatif, cette guerre et cette analyse effectivement intéressante que tu as. Et dans les choses positives dans les médias que tu retiendras de 2022? Alors là, vraiment le plus positif pour moi, ça a été l'effort d'un groupement de journalistes pour développer la charte pour un journalisme écologique à la hauteur de l'urgence écologique, un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, une charte qui a été faite avec plusieurs associations, plusieurs on va dire postures, plusieurs des plus écologistes au moins écologiques, avec au moins, je dirais, on va dire plus conciliant, plus des choses comme ça. Ça c'est intéressant parce que ça donne une base sur laquelle peuvent travailler des médias. Alors ça c'est inscrit également dans la liste des médias publics comme RFI et France Info, qui se sont mobilisés eux-mêmes en interne pour produire leur propre charte et leur propre directive. L'idée, c'est de quoi? De permettre aux médias d'avoir une base pour le traitement un peu plus responsable de l'actualité environnementale et notamment du climat. Éviter de traiter les hausses de température comme quelque chose de positif parce que voilà, le temps est doux, c'est super. Non, être un peu plus responsable sur les risques réels, remettre en contexte, expliquer l'ampleur des conséquences que ça peut avoir et pas juste édulcorer, simplifier et finalement faire passer la pilule parce que là l'urgence, et c'est dans le titre, justifie qu'on soit un peu plus alarmiste. L'alarme, elle doit être largement tirée. Ça c'est quelque chose de positif parce qu'on voit beaucoup de médias aujourd'hui qui s'emparent de cette charte, qui la réécrivent à leur sauce, parce qu'elle doit être en cohérence avec la ligne éditoriale de chacun, mais qui a un effet que je constate régulièrement plutôt de contagion positive, quoi. Ce sera intéressant effectivement de regarder les effets que ça a, parce qu'il y a un effet d'annonce. Tout le monde était content d'en être, entre guillemets, etc., d'avoir son nom sur la charte. Mais ce sera intéressant de pouvoir mesurer qui réellement s'en est emparé. Est-ce que ça a changé en termes de traitement? On n'a pas de retour encore réellement là-dessus. Je ne sais pas s'il y a un organisme qui mesure ça, qui pourrait donner un peu des bons et mauvais points, mais on ne sait pas réellement en fait quels sont les impacts. Alors l'idée c'est pas forcément de donner des bons et mauvais points parce que ça pourrait effectivement être presque un frein au développement de cette charte, mais en revanche, oui, il est prévu de la part des organisateurs, de toutes les organisations qui se sont chargées de rédiger cette charte, il est prévu effectivement de faire un suivi en laissant un peu de temps quand même aux médias parce que c'est tout récent, ça a moins de ouais, ça il y a quelques mois, c'était à la rentrée. Donc on va laisser un tout petit peu les médias s'organiser quand même. Ce que je vois ici et là dans certains régionaux, c'est que elles commencent à être vraiment discutées. Il y a des groupes de travail, il y a une dynamique, me semble-t-il. Après, effectivement, il faudra vérifier d'une part si elle est répliquée à la sauce de chaque groupe média, mais surtout si elle est appliquée, quoi. Parce que on en a vu plein des bons textes et des belles chartes qui ne sont jamais appliquées. Donc voilà, effectivement, maintenant il faut entrer dans le dur et c'est, je crois,
quelque chose qui est prévu. Alors peut-être que aussi va venir le temps du suivi avec une petite forme de coercition. On verra. Peut-être, ça peut venir aussi. Ça aide souvent à accélérer quand même les choses. C'est ça. Est-ce que l'incitation est suffisante en la matière? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chose qui est attendue par les citoyens, qui est réclamée par les lecteurs eux-mêmes. Et ça, c'est la plus forte des incitations, parce que à un moment donné, on ne peut pas se permettre d'être vraiment en décalage par rapport à son propre public, d'un point de vue commercial et de survie, tout simplement, quoi. Non, il y a une question de responsabilité perso, et après, comme tu le dis, il y a aussi un peu être en phase avec ce qu'attend son lectorat, le contrat de lecture, Exactement. Et puis faire face quand même aux enjeux. Écoute Cyril, merci. Donc effectivement, la guerre, dans les choses évidemment négatives, mais avec tout le côté intéressant que ça peut avoir en traitement, amélioration des outils. Et puis donc cette charte, en chose positive quelque part, qui force les médias à revoir leur traitement et faire partie des solutions plutôt que de juste... comme tu le disais, un peu illustrer les problèmes de réchauffement par des enfants mangeant des glaces, des fontaines, etc. Donc, C'est ça, exactement. il y a un peu mieux à faire. On suivra aussi l'évolution en 2023. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup à toi, François. Et à bientôt. Et très bonne fin d'année. Ouais, à bientôt. Et merci à toutes et à tous. Et je vous dis une bonne fête de fin d'année et à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.